J'ai le plaisir de partager ce panel avec deux éminents collègues, donc plus jeunes par l'âge mais pas par le talent. Donc M. Mamadou Dia, qui est responsable de la section documentaire de l'AIF, qui est aussi doctorant au NARCIC de l'Éval, et M. Abdoulaye Gueye, qui est le directeur de la bibliothèque universitaire Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai fait des humanités professionnelles pendant 20 ans. Donc, c'est une bibliothèque que je connais très bien. Et j'ai eu aussi l'honneur de recevoir à l'UGB comme professionnel. Donc il y a une vingtaine d'années aussi. Donc la session que nous ouvrons pose une question qui n'est pas seulement technique. Quand une machine indexe un document, quand un algorithme enrichit une notice, quand un système recommande une ressource, quand l'œil d'un bibliothécaire n'est regardé, donc que reste-t-il de l'acte intellectuel qui fonde notre métier? Je pense que c'est une question fondamentale à laquelle nous essaierons de répondre aujourd'hui avec le sujet que je vous ai proposé, donc indexation automatique, recherche bibliographique assistée, enrichissement sémantique des catalogues et surtout la question de la migration vers une nouvelle diplomatie numérique, diplomatique numérique en bibliothèque universitaire. Déjà le terme de diplomatique numérique en soi un sujet très vaste. Donc, qu'il me plaît de découvrir avec vous, chers collègues. Donc, je passe la parole à Mamadou pour son intervention. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le modérateur, Antonin. J'en profite pour adresser mes sincères félicitations au directeur de la bibliothèque universitaire et à toute son équipe pour la réussite de ce colloque et cette opportunité offerte de débattre d'un sujet qui nous intéresse particulièrement. D'emblée, je dirais que c'est une recherche qui est toujours en cours. Nous avons commencé à rédiger l'article, le directeur Abdoulaye Gueye et moi-même. Nous sommes pour l'instant à 26 pages, plus ou moins stable, mais nous sommes en train d'essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Il est intitulé Indexation automatique, recherche bibliographique assistée et enregistrement sémantique des catalogues vers une nouvelle diplomatique numérique en bibliothèque universitaire. L'intégration de l'IA redéfinit les catalogues et systèmes de découverte. On s'est rendu compte que l'indexation automatique, l'extraction d'entités nommées et l'analyse sémantique transforment carrément la médiation documentaire. De toutes les présentations que nous avons assistées il y a 2-3 ans maintenant, on nous dit l'IA transforme tous les métiers. Okay? Donc nous on s'est rendu compte que l'IA transforme non seulement les métiers, mais transforme également les catalogues des bibliothèques universitaires, quelles qu'elles soient. Ils changent profondément ces catalogues. Les systèmes utilisent l'analyse sémantique des algorithmes pour le classement de certains documents. Il y a le chercheur Cox et Pinfeld en 2019 qui parlait déjà de Intelligent Library, le thème d'Intelligent Library. L'interrogation naturelle et une expansion terminologique. Nous avons ce qu'on appelle une désamortisation également, la contextualisation algorithmique de certaines requêtes et la hiérarchisation. Donc les catalogues classent les informations, probabilisent les résultats selon les pertinences. Quand une machine reconnaît par exemple la couleur orange du fruit orange, il peut arriver également qu'elle se trompe. Vous voyez. Donc d'où l'œil du bibliothécaire derrière pour valider certains résultats. Du catalogue comme outil au catalogue comme environnement computationnel. La pertinence humaine devient également une pertinence qui est calculée par les machines. D'où l'usage des algorithmes qui entrent dans nos pratiques quotidiennes. Donc de la médiation classique, on passe à une médiation automatisée. Donc le dialogue usagé bibliothécaire et non stabilisé évolue du fait de l'irruption des algorithmes dans nos pratiques.
La pertinence, elle est calculée, elle est probabiliste, elle est contextualisée par apprentissage automatique. Okay. Il est arrivé à, on demande à une IA de créer, par exemple, de proposer une image d'un voleur, et l'IA nous propose un CRF, par exemple. Vous voyez. Ou pour ne pas dire un noir. Donc l'IA semble neutre, mais n'est pas neutre en fait. Donc quand on parle de pauvreté, de tout ce qui est négatif, l'IA a tendance à nous proposer, voilà, de certaines races de personnes au détriment d'autres. La production de pertinence. Donc les algorithmes participent à la sélection, au classement et à la visibilité de tout ce qui est ressources. C'est récent, tout notre système intégré de gestion de bibliothèques maintenant intègre d'autres types de paramètres. Par exemple, avec PMD, que je connais le mieux, l'usager arrive même à participer maintenant au catalogage. Donc l'usager peut proposer des mots-clés, proposer des commentaires sur des notices. Donc ça, ce sont des données qui entrent en compte dans les pratiques documentaires maintenant. Donc le catalogue devient un environnement de production de pertinence où les algorithmes contribuent à la construction sociale de la pertinence scientifique, comme on dit. Donc là, il y a plusieurs études également de Genève 2008 qui disent que les technologies produisent des régimes de visibilité. Donc dans la deuxième partie, Abdoulaye va revenir sur cette question-là, sur la question d'invisibilité de certaines données, sur laquelle les bibliothécaires doivent lutter également. Entre gain d'efficacité et risque systémique, l'IA peut influencer la gestion scientifique. Donc je vais vous donner l'exemple de notre voleur stéréo pour dire que l'IA n'est pas neutre. Oui, l'IA peut influencer la gestion scientifique. Il y a des opportunités, certes, on gagne en efficacité, le traitement rapide de volume de données, okay, l'accessibilité, l'interrogation devient intuitive en langage naturel. On a vu avec Google Scholar Labs maintenant, qui permet de réorienter sa recherche. Vous posez une requête, vous avez un certain nombre de résultats qui ne vous satisfont pas. Vous refaites encore, vous réorientez la recherche et vous avez des résultats beaucoup plus pertinents. Donc ça devient un dialogue entre le catalogue et la personne. J'étais très ravi avant-hier en travaillant avec Mme Diop, en visitant un peu le site de la BU, d'être accueilli par un chatbot, par exemple, sur le site web de la BU, ici. Un chatbot qui me dit comment est-ce que je peux vous aider. Donc c'est des pratiques que nous devons intégrer maintenant dans nos outils de recherche. L'enrichissement, l'expansion technologique et la désintégration constituent également. Mais cependant, il y a des risques. Il y a des risques qu'on a identifiés dans notre étude, comme l'opacité algorithmique, donc difficulté de traçabilité des processus décisionnels, les biais de données, parce que l'IA peut proposer également quelque chose qui n'est pas fiable, donc ce qui peut déséquilibrer les corpus d'entraînement, et l'orientation des recherches, influence sur les trajectoires scientifiques des chercheurs. L'IA peut vous faire croire que vous êtes le meilleur catalogueur du monde, par exemple, et là, du coup, ça oriente un peu vos pratiques. La démarche méthodologique, nous avons fait beaucoup de revues de littérature. On en a pas mal, je pense qu'on en a cité une vingtaine dans l'article original qui est en cours de rédaction. On a essayé d'identifier certains modèles qui ont été faits avec certaines théories. On fait une analyse comparative avec certaines pratiques qui existent déjà. Ça, Abdoulaye Gueye va y revenir. Et le tout dans une approche qualitative exploratoire. Le concept de diplomatique numérique est apparu aussitôt, dès le départ. Donc, par analogie avec la diplomatie archivistique, je pense même que lundi, il y a une session de journée d'études avec l'école des chartes, avec le directeur des archives du Sénégal, qui doit faire un truc sur la diplomatique numérique en ligne. Donc, je vous invite à peut-être vous inscrire pour poursuivre également. Donc, l'authenticité repose sur les garanties procédurales, seront garanties depuis 1998. L'authenticité et la cohérence des métadonnées générées automatiquement. Nous, notre rôle va se situer ici maintenant. Essayer d'évaluer la qualité des données que génèrent ou gèrent ces robots-là. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'on l'exclue rapidement. Ok? La provenance algorithmique, la traçabilité computationnelle, la cohérence documentaire et la stratégie institutionnelle. L'idée, c'est quoi? C'est d'introduire la provenance, l'authenticité et la cohérence de ces métadonnées-là, avant de les proposer dans nos résultats de recherche, quand on fait une recherche. Donc il y a des questions qu'on se pose souvent. D'où viennent ces données? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, comment elles sont traitées? Qui les touche? Qui a accès? Qui traite? Comment on peut essayer en fait? C'est ça le vrai mot. Et comment peut-on faire confiance à ces résultats-là? Donc nos rôles vont tourner désormais autour de ces questions-là, nos bibliothécaires de demain ou d'aujourd'hui. Nous allons également analyser toute la chaîne de production algorithmique.
qu'on doit analyser. La source et la qualité des données, donc ça rejoint l'une des questions précédentes. Critères et logiques de classement appliqués. Quels sont les mécanismes de recommandation qui vont être déployés? Les marges d'intervention humaine qui vont être maintenues, supprimées ou améliorées également, on va les ressortir. Ensuite, par rapport à la traçabilité et à la transparence des procédures surtout. Le thème gouvernance est beaucoup revenu dans la précédente présentation. C'est également pareil. Il est temps que les bibliothèques universitaires aient des outils de gouvernance pour assurer la gestion de toutes ces données-là, ce n'est pas des data. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Gay pour continuer la présentation. Bien sûr, à la moitié. Merci. Merci. Le câble. Ah oui, désolé. Merci. Je vais essayer de... C'est bon. Ouais. Les masses, attends. C'est pas... Les masses. Nous, on a des masses. Excusez de ces impérations. Vas-y, moi je vais faire Le galère de la technologie. C'est Léa qui nous fait les Merci beaucoup. Je vais essayer de continuer comme ça. Merci à l'assistance. Merci également à la bibliothèque de Dakar. Nous allons essayer de continuer là où notre collègue Mamadou s'est arrêté. Donc permettez-moi d'abord de poser deux questions pour peut-être poursuivre la présentation. La première, c'est d'abord, nos bibliothèques sont-elles seulement des lieux de conservation du savoir? La deuxième question, ou bien elles sont des architectes intelligents de la connaissance? Et la question n'est plus comment stocker, mais comment rendre visible, accessible et intelligible l'information. Donc, à l'occasion de 60 ans de la bibliothèque universitaire, nous devons célébrer une institution. Mais au-delà de la célébration de cette institution, nous devons également voir le passage du catalogue papier à des systèmes numériques complexes désormais enrichis par l'intelligence artificielle. Donc la problématique centrale a été déjà évoquée par mon collègue Mamadou sur la documentation, la masse de données disponibles et autres, et par rapport également à ce que nous devons faire. Maintenant, les résultats nous ont permis de voir que certains pays ont déjà commencé à travailler sur ça. La Finlande, avec la suggestion automatique des descripteurs issus des thésaurus contrôlés. Par rapport à l'exemple de la France, avec la Bibliothèque nationale de France, nous avons Gallica Snop sur l'indexation d'images par apprentissage automatique. Les États-Unis également ne sont pas en reste, avec Harvard, qui a un outil qui s'appelle AI Sandbox, sur l'environnement sécurisé pour expérimenter des modèles. Et enfin, l'exemple de l'Allemagne a été cité sur l'indexation automatique dans l'entrepôt numérique. Next. Maintenant, là également, nous allons parler de la dimension stratégique internationale. Pour cela, nous avons un constat qui est marqué par des inégalités d'infrastructures et des représentativités des corpus scientifiques.
les bibliothèques universitaires doivent articuler innovation, technologie et responsabilité sociale. À cela, nous avons évoqué des risques d'invisibilité. Les logiciels computationnels peuvent produire les formes de stabilité documentaire des corpus du Sud global. Et il y a également l'équité épistémique. C'est le fait de garantir la représentation équitable des savoirs scientifiques. Ici, le problème majeur qu'il faut reconnaître est que les pays du Sud peuvent être invisibilisés. C'est-à-dire, tout à l'heure, notre frère Mamadou l'a dit, quand on fait une recherche sur un voleur, on pense souvent à un Africain peut-être qui peut être considéré comme cela. Et par rapport également à l'enjeu, il faut assurer une représentation équitable des savoirs. Donc à chaque fois, on souhaite également donner un mot clé ou bien un message clé à retenir par rapport à cette présentation, c'est que l'IA peut renforcer les inégalités si elle n'est pas bien encadrée. Maintenant, pour ce qui est de l'implication des bibliothèques, nous avons d'abord la documentation institutionnelle, on en a assez parlé tout à l'heure. Il faut penser à la formalisation explicite des mécanismes. La deuxième chose, c'est d'abord la formation des professionnels. On en parle tout le temps. Et l'explication ou l'explicabilité des interfaces. Et il y a également des mécanismes de transparence. Et enfin, la gouvernance des données. Et par rapport maintenant à cette diapositive, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord documenter l'usage de l'IA, former les professionnels, on en a parlé tout à l'heure, rendre les écosystèmes compréhensibles, contrôler les données, et enfin, pour le message clé qu'il faut retenir, c'est que les bibliothèques doivent devenir compétentes sur les algorithmes. Il est important également de savoir que de plus en plus d'éditeurs scientifiques comme Elsevier, Pringles, ont mis en place des politiques internes précisant l'usage de l'IA sur la recherche scientifique. Et l'exemple a été tiré d'une publication qui a été faite par le CNDST le 25 mars 2025, à l'issue d'une formation. Next. Maintenant, par rapport à la redéfinition des modalités de médiation, nous avons d'abord l'autorité documentaire. On peut également citer la construction permanente, pertinente. Il y a également la gouvernance des métadonnées et enfin la responsabilité institutionnelle. Pour aller vite, comme l'a proposé tout à l'heure le président. Et également par rapport à cette diapositive, on a également parlé du questionnement de la notion traditionnelle, etc. Next. Pour la bibliothèque universitaire comme acteur, et là également, on a constaté 3 nouvelles rôles qui seront assignés aux bibliothèques. Le premier rôle ou les missions qui seront assignées à la bibliothèque, c'est d'abord la garantie de la qualité scientifique dans le processus automatisé d'indexation. La deuxième mission, c'est la supervision des chaînes algorithmiques de protection de métadonnées. Et enfin, c'est la promotion de l'équité dans l'accès et la visibilité des ressources numériques. Et là également, on en a parlé. Et l'exemple qui est souvent donné est qu'à chaque fois, hier même, je faisais un séminaire avec les étudiants de l'AFI. Le problème est que les étudiants disent que souvent, si on pose des questions, parfois c'est des questions fausses, ou bien on a des résultats issus des pays en développement, parce que c'est eux qui alimentent les IA. Donc nous, Afrique, qu'est-ce qu'on a encore fait? Donc pour éviter cette équité-là, il faut que nous, en tant qu'Africains, qu'on puisse mettre les données dans l'IA. Et le message clé qu'il faut retenir est que le bibliothécaire devient un superviseur des systèmes intelligents. Next, pour les enjeux. Pour les enjeux, on a retenu 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu épistémologique. Le deuxième, c'est l'enjeu social. Et l'enjeu professionnel. Maintenant, pour l'enjeu épistémologique, on a constaté la fiabilité des connaissances. Pour l'enjeu social, c'est éviter les exclusions. Et enfin, l'enjeu professionnel, c'est la redéfinition des métiers. Et pour le message clé qu'il faut retenir, c'est que l'IA transforme profondément la manière dont on accède au savoir. Et pour conclure, nous pouvons dire tout simplement qu'on a retenu 3 choses, la performance et la responsabilité. La deuxième chose, c'est la supervision critique. Et enfin, c'est la justice cognitive. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à cette présentation, c'est d'abord, l'innovation doit être encadrée. Déjà, les bibliothèques doivent jouer un rôle critique. En 3, importance de la justice cognitive. Et pour le message fort,
L'objectif n'est pas d'innover, mais d'innover de manière responsable. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour ces brillantes interventions successives. Donc, je vais essayer d'en faire l'économie. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. Donc, tout d'abord, savoir que le travail qui nous est présenté est d'essence académique, parce que c'est un article qui est en cours de rédaction. Et vu la pertinence du sujet, nous attendons avec impatience sa publication. Donc, ce qu'il faut retenir de ces communications, c'est que nous assistons actuellement à une transformation en profondeur des catalogues des bibliothèques. Et ce que j'ai retenu à ce niveau, qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée d'avoir un catalogue comme conversation universelle. C'est-à-dire, pratiquement, je suis étudiant, je suis devant un OPAC, donc c'est un catalogue public accessible en ligne. Je pose une question et j'ai la possibilité de dire au catalogue, donc je veux affiner ma recherche, donc propose-moi d'autres sources plus pertinentes ou bien les réponses que tu donnes, ajoute les sources sur lesquelles tu les as traitées. Et ces sources-là, dans une IA, c'est quelque chose qui est très important. Tout part du prompt en fait. Quand vous demandez à une IA donc, de générer du contenu, de pouvoir lui dire que le contenu que tu vas générer, donne-moi les sources desquelles tu les as tirées. Donc ça déjà c'est une contrainte qu'on peut mettre à ce niveau. On a parlé aussi de la pertinence humaine, donc, qui est calculée par la machine. Mais à ce niveau, je veux aussi peut-être faire ce qu'on appelle du auto-reverse, c'est-à-dire emprunter un terme qu'on utilise dans notre réseau Nations Unies, parce qu'il y a un groupe qui s'occupe de l'IA. Et un de nos leitmotifs, c'est the human in the machine. C'est-à-dire l'humain doit être au cœur de la machine. Quand vous utilisez l'IA, il ne faut pas tout lui donner, il faut la contrôler de A à Z. Donc, pas seulement après l'inférence, c'est-à-dire la génération des résultats, mais avant. Nos collègues sont revenus aussi sur les biais algorithmiques, les biais des données, donc je ne vais pas y revenir. Ces biais-là aussi sont des causes d'invisibilité de certaines données, surtout les données à caractère africain, pour ne pas dire négo-africain, parce que l'Afrique, les gens ne le savent pas toujours. Ce n'est pas seulement un continent d'oralité. Moi, je suis contre cette idée-là qui est généralement acquise. C'est un continent de culture. Je travaille actuellement, ça va peut-être étonner les gens, mais sur les manuscrits adjami. Donc, comment l'IA peut gérer ce genre de texte adjami avec les OCR et les HTR, c'est-à-dire la reconnaissance des manuscrits. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile. En travaillant sur ça, vous voyez que les IA ne prennent même pas en compte ces genres de manuscrits-là. Ils travaillent sur l'arabe. Vous avez des systèmes d'OCR qui travaillent sur l'arabe classique, donc qui reconnaissent les caractères arabes. Mais quand il s'agit d'adjami, il y a d'autres caractères qui entrent en jeu au-delà de l'arabe. Et c'est très difficile donc, de travailler dessus. Et ça inclut que nous, en Afrique, on a évoqué aussi des systèmes d'annotation, par exemple, pour ces types de textes-là. Donc l'invisibilité, elle est à ce niveau. La diplomatie numérique, le collègue Dia a parlé de provenance algorithmique, traçabilité computationnelle, cohérence documentaire, responsabilité institutionnelle, comme élément à prendre en charge à ce niveau. Il a été question aussi de l'évaluation de la qualité de données que génèrent ces robots. Donc c'est en lien à ce que je disais tantôt. Avoir des justes de gouvernance pour les BU, donc M. Gaze en est revenu aussi. Il a parlé des lieux de conservation du savoir, donc que sont les bibliothèques. Et dans leur début, ils ont découvert que beaucoup de pays commencent à travailler donc, sur le thème de l'intervention, notamment 4 pays. Mais malheureusement ou heureusement, ce ne sont que des pays développés. Donc il faut qu'on essaie de trouver aussi notre niche en tant qu'Africains à ce niveau. Autre message clé, donc l'IA peut renforcer les inégalités s'il n'est pas bien encadré. Donc ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, de human in the machine. Il faut que les humains soient toujours présents pour encadrer cette IA. Transformation des bibliothèques et des bibliothécaires. Donc les bibliothèques comme les bibliothécaires doivent devenir des gens compétents sur les algorithmes en devenant des superviseurs algorithmiques. Mais ça demande
une formation à la base, elle peut être initiale comme continue. Parce qu'effectivement, les algorithmes, c'est la cheville ouvrière de tout ce qui est en train d'être fait actuellement au niveau de l'IA. Donc, 3 nouveaux rôles aussi ont été partagés et évolués aux bibliothèques universitaires. Donc, la garantie de la qualité scientifique, la supervision des chaînes algorithmiques, on est revenu à ça tout à l'heure. La promotion de l'équité dans l'accès et la visibilité des ressources documentaires. Donc, l'IA transforme donc ainsi la façon dont on accède au savoir. Une dernière idée qui m'est très chère aussi, c'est la justice cognitive. C'est-à-dire faire de telle sorte que les produits qui sont générés ici au niveau local et qui sont endogènes puissent avoir aussi le même degré, sinon même plus, de reconnaissance de la part de tous ces systèmes-là, surtout automatisés, qui sont paramétrés par des gens derrière. Donc, qu'est-ce qui les motive? C'est des choses aussi sur lesquelles de plus en plus on doit réfléchir. Une IA chinoise, elle est différente d'une IA américaine. Par exemple, pour une question sur le Tibet, l'IA chinoise va donner des réponses qui favorisent la Chine, pour des raisons politiques. Alors que la même question, on la pose à une IA américaine, on aura une autre type de réponse. Donc ça, c'est les problématiques sur lesquelles nous, Africains, nous devons de plus en plus aussi nous pencher. Et enfin, la dernière idée ou message clé, c'est l'innovation de manière responsable. Je suis tout à fait d'accord avec M. Gay. Donc sans plus tarder, on va ouvrir une liste d'intervenants pour poser des questions ou faire des contributions à ce que nos collègues viennent de présenter. Merci. Il va prendre la parole. Mohamed. Madame Jo. On a 4 intervenants. Bon, moi, je m'excusera, je ne peux pas donner la parole à Mme Diop. Je n'ose même pas la parole. Madame Diop. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants pour la qualité des interventions et remercier le modérateur pour la brillante synthèse. Mais moi, j'ai juste une question à poser parce que je suis très néophyte dans ce domaine. Maintenant, je m'occupe de lecture dans une école publique élémentaire. Donc, c'est pour vous dire que je suis loin de tout ça. Je n'ai pas la même compréhension que le modérateur sur la notion de justice cognitive. Donc, ça veut dire que je suis passé à côté. Parce que moi, je pensais que ça partait du droit, du droit à l'information pour tous. Qu'il n'y ait pas d'inéquité en matière d'accès à l'information. Ça rejoint Mohamed. Et donc, alors que ce qu'elle a expliqué, c'est tout à fait droit, différent de ce que je pense. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par justice cognitive? Voilà, c'est tout. Merci. Madiaye. Merci beaucoup, Tonnerre. Félicitations, collègues. Je n'ose même pas prendre la parole avant le maire. Merci beaucoup. Je félicite vraiment vivement les collègues pour cette brillante communication qui ouvre de belles perspectives également. Effectivement. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, c'est le bas, en fait. C'est bon, c'est juste le positionnement du micro par rapport au bas. Okay. Donc, merci encore une fois. Je disais en réalité que nous félicitons vraiment vivement les collègues donc, pour nous avoir partagé en fait vraiment cette brillante communication donc, qui nous intéresse pas mal de choses. Je m'intéresse pas peut-être sur un des engagements. Donc,
Madame la directrice l'a dit, mais je sais qu'elle est carrément dans la justice cognitive, parce que tous les engagés, en fait, et dans la recherche et dans l'accès à l'information sont naturellement, surtout elle qui est militante très avancée de l'Agri nationale, donc qui est carrément dans ça. Je pense que ça soulève plusieurs intérêts en la communication, surtout les logiques computationnelles. Donc moi j'ai bien aimé en fait que ce soit des problématiques en fait qui puissent être questionnées par nous autres en réalité dans nos environnements. Parce qu'il faudrait qu'on naturellement, je ne dirais pas qu'il faudrait qu'on suive la logique, ce n'est pas une question de suivre, mais il nous faut impérativement en fait adopter et avancer dans ça. Et que nos catalogues ne soient plus en fait comme on le savait, hein. Donc c'est avec cette perception traditionnelle qu'on en a toujours eu comme de simple instrument de lettrage, mais plutôt que cette évolution en fait qui en font des environnements vraiment computationnels, donc qui en font des infrastructures numériques en réalité qui nous permettent d'aller carrément vers des systèmes automatisés. Par contre, ma préoccupation, et je voudrais bien savoir en fait quel est le degré de prise en charge en fait par rapport aux enjeux critiques par rapport à nos environnements. Donc surtout sur l'invisibilité, vous l'avez bien dit, notre degré d'appropriation de ces outils en termes de professionnels, en termes de masse critique de professionnels, donc fait que si une formation, si une prise en charge n'est pas à la base, on risque en fait que ce processus soit encore plus creusé. Et pour cela, pour moi, il y a deux leviers. En fait, ce n'est pas seulement au niveau des professionnels, mais au niveau de la prise en charge même de la formation. Ça, c'est essentiel. Parce que si vraiment, dès le départ, c'est que dans la prise en charge de la formation, et quand je pense que la formation c'est inclus à l'EBAT, si la chose n'est pas prise en compte, on risque carrément, en fait, nous-mêmes, de participer, en fait, à ces biais-là qui seraient le produit, en fait, de cela. Au vu, par exemple, d'un certain nombre de choses qui sont assez critiques dans nos environnements, la faiblesse de nos infrastructures, ce qui est réel, l'insuffisance également de nos langues, en fait, au niveau des contenus, Abdoulaye en parlait, les copies cellulaires africaines, en fait, dans les jeux de données, d'entraînement des IA, donc on sait que c'est des réalités. L'absence fréquente également de politique, parce que bon, si ceux qui sont même censés élaborer ces politiques ignorent, en fait, l'impact de cela. Donc, et ceux également qui, dans l'élaboration du curricula également, ne prennent pas ça en compte, vous verrez donc que sur le champ professionnel, en fait, le fossé sera plus creux. Donc, je ne sais pas maintenant quel est le degré, parce qu'en tant que chercheur de l'intérêt, c'est qu'au-delà, en fait, de susciter la réflexion et de nous vendre, en réalité. Quand je dis nous vendre, c'est toute la communauté, en fait, africaine. L'intérêt, en fait, de cela. Mais surtout, secouer un tout petit peu le coquetier. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs du système, formateurs, décideurs en termes qui vont élaborer les politiques, en fait, et maintenant les acteurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur, et merci les exposants. Vraiment, je salue une fois encore aussi la qualité vraiment de la présentation. J'ai deux questions. D'abord pour monsieur Dia, vous avez parlé d'indexation automatique. L'indexation automatique transforme la médiation documentaire. Vous savez, chaque évolution correspond à une nouvelle situation. Une nouvelle situation doit créer une chose nouvelle. C'est-à-dire que sans changement, il ne peut pas y avoir de progression. Et là, je fais allusion à la dimension émotionnelle du droit organisationnel de développement. C'est la capacité à reconnaître les émotions, les tiennes et celles d'autrui, afin de les utiliser à des fins positives, comme l'amélioration de la communication ou de la relation. Daniel Goleman disait que l'intelligence émotionnelle est un bien meilleur prédicteur des performances ou de la réussite. Et là, la question que je vais poser, M. Dia, en quoi cela vous inspire? Dès l'instant que j'ai eu à le dire tout à l'heure,
le développement organisationnel n'est pas un plan de conscience, c'est l'urgence. L'émotion, le monde nous donne des informations, l'émotion nous donne des informations sur le monde qui nous entoure. Maintenant, c'est à nous d'interpréter ces interventions. Et ces interprétations peuvent être justes comme elles peuvent être fausses. Bon, la deuxième question, M. Gueye, vous avez parlé de dimension stratégique internationale. Vous savez, le droit de développement organisationnel a des normes. Et ces normes doivent être scrupuleusement respectées. Et ces dimensions stratégiques internationales doivent intégrer l'analyse des ressources, l'environnement, la capacité externe afin d'optimiser la prise de décision. D'une manière holistique, je voudrais que vous reveniez sur ça. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ousmane Diouf. Je suis le coordinateur de la cellule de passation des marchés au niveau de la FSJP. Je commence d'abord par me joindre aux félicitations adressées à l'endroit des panélistes et du modérateur. Et j'avais juste une question. Je voudrais juste savoir quelle devrait être l'attitude du bibliothécaire ou bien du professionnel des sciences de l'information en situation d'indexation appliquée à l'intelligence artificielle. C'était ça la question. Maintenant, avant de terminer, juste me permettre de remercier le directeur de la bibliothèque et l'ensemble de son équipe pour l'organisation de ce centenaire. Et depuis vraiment le premier jour, on nous a gratifié d'un programme très alléchant. Merci beaucoup. Un dernier intervenant, M. Kandi. Bon, si on peut être bref, je vous confie la session. Bon, j'interviens pour 1 minute. Il faut d'abord féliciter et saluer la belle collaboration des deux collègues pour préparer cette présentation. J'ai une seule proposition dans le sens d'une recommandation d'un article qui doit être publié ultérieurement. C'est la définition du vocabulaire. Parce que il y a de plus en plus, chaque discipline avait son thésaurus, ses mots et sa compréhension. Il y a beaucoup de termes qui méritent d'être définis et compris, parce qu'on n'est plus seulement dans le domaine de l'informatique. On n'est pas également dans le domaine de la documentation, on est dans l'interdisciplinarité, d'où la nécessité de clarifier dès le départ le sens de chaque terme. Merci. Merci. Merci, chers intervenants, pour vos questions et contributions. Donc, je vais passer le micro aux deux intervenants, à M. Dia d'abord, pour répondre aux questions. Merci, modérateur. Peut-être commencer par le marabout de tout le monde. L'indexation automatisée, en quoi cela m'inspire? Et je vais en profiter peut-être vous répondre également à Ousmane. Vous dites exactement comment ça se passe souvent. Dans nos recherches, on a vu que, par exemple, à la Bibliothèque royale de Belgique, le bibliothécaire n'est plus là à cataloguer livre par livre en fait. Donc il y a une machine qui le fait. Mais ça ne veut pas dire que la machine le fait et il est validé dans le logiciel et accessible dans le catalogue. Ce qui se fait, c'est que la machine le fait, mais derrière lui, il a un tableau de bord qui lui permet de parcourir et de vérifier sommairement avant de valider. Donc ça peut se même faire sous forme de télétravail en fait. Donc il n'est pas obligé d'être tout le temps au bureau pour cataloguer livre par livre. La machine est là, elle a la liste des acquisitions. Si toute la chaîne est informatisée, vous savez souvent les achats on les fait soit sur une plateforme, soit sur un Excel. Donc les acquisitions sont faites, les acquisitions tombent dans la machine qui doit faire le catalogage. Donc elle prend les documents qui ont été acquis et les catalogue. Et derrière maintenant, le bibliothécaire il ne fait que valider les documents qui ont été catalogués. Et là ça devient accessible dans le catalogue pour les usagers.
Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Pour la justice cognitive, ça, c'est un domaine qui va répondre à Mme Diop. Bon, Kandji, merci, les remarques sont prises en compte. Dans l'article également, c'est vrai que nous avons défini pas mal de thèmes, comme les algorithmes, voir comment est-ce que le bibliothécaire est impliqué dans la gestion des données et autres. Attitude du bibliothécaire face à l'organisation. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au collège de préciser la pensée en disant, donnez-nous des réponses, mais dans le contexte ouest-africain, ou dans le contexte africain, ou dans le contexte sénégalais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des documents très pertinents qui sont issus de nos données. Ouais, mais en première question, on ne les voit pas du tout. Dès qu'on fait la gestion par les mots très simples, on voit automatiquement des chercheurs des États-Unis, de la Chine, du Pakistan, etc., de l'Asie, etc. Donc, c'est à ce moment-là que nous également, nous avons un rôle à jouer par rapport peut-être à la justice cognitive que va essayer de répondre Antonin. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on est très content d'avoir certaines réponses, mais surtout également des recommandations, comme celle du coordonnateur Mandiaye et également du directeur Kandji. Donc, si notre maître, notre directrice pose cette question, en tout cas, c'est meneur pour nous. Donc, par rapport à la justice cognitive, madame, on a essayé de parler de faire que l'équité de l'information. C'est-à-dire là, on a un peu essayé de voir l'accès à l'information. Au lieu de pouvoir être privilégié un pays par rapport à l'autre, au moins que tout le monde puisse avoir, voir c'est les avantages par rapport à ça. Donc ce qui a été retenu, c'est que la justice cognitive ici renvoie à la reconnaissance et la diversité des savoirs et à l'équité de leur production. Déjà, leurs accès et leur valorisation, qui implique souvent les systèmes de connaissances scientifiques, les systèmes locaux et surtout les savoirs endogènes, quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et tout cela va essayer d'avoir une place importante dans l'écosystème informationnel. En tout cas, ce qu'on a essayé de dire par rapport à la justice cognitive, peut-être si notre doyen peut nous donner encore d'autres éléments, on pourra peut-être essayer d'alléger un peu ou bien de renforcer ce qui a été fait. En tout cas, je pense qu'il y a une deuxième question qui a été posée par notre doyen Mohamed. Peut-être là, il a parlé de dimension stratégique internationale. Et là, si on parle, c'est en quelque sorte le partage. Tout ce qui est peut-être faisable dans certains pays également doit être ailleurs. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est le modérateur. On a constaté à chaque fois, il y a beaucoup de biais au niveau de l'IA. Moi-même, hier, je l'ai dit à quelqu'un. Et je me rappelle tout le temps une anecdote qui a été racontée par le professeur Ibrahim Sarr, qui a animé l'année dernière avec le doyen Benoît, une conférence sur l'IA et les sociétés. À chaque fois, il dit à l'IA, je veux des résultats. L'IA lui donne les résultats. Et cette même personne a essayé de faire une comparaison par rapport à ces résultats. Il a dit, l'IA, pourquoi tu m'as donné ces résultats fausses? Il dit, j'ai menti, mais je m'excuse. Oui, c'est ça. Il a dit, j'ai menti, mais je m'excuse. Prochainement, nous ne m'en plus, dis-moi la vérité. Ce qu'a dit le doyen Benoît, et c'est très important. C'est à nous maintenant d'inciter l'IA à dire la vérité et d'inciter l'IA à donner exactement ce que nous voulons. C'est-à-dire, il y a des types de prompts. Si vous les mettez exactement, vous aurez exactement ce qu'il faut dire. Moi, par exemple, quand j'interroge une IA, je dis, je veux exactement ça. Ne me donnez pas ce qui était faux et donne-moi la vérité. Et là, effectivement, il essaye de t'aider. Donc, raison pour laquelle je pense que ce qu'il nous faut, c'est à nous de voir comment interroger l'IA. Et cette interrogation de l'IA nous donnera exactement la réponse qu'il faut. Et je conclue souvent en disant que peut-être nos moments, les anciennes, elles ont peur de l'IA ou ils ont peur de l'IA, mais n'ayez pas peur de l'IA. Je dis souvent qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Allons avec l'IA. Ceux qui n'utilisent pas l'IA vont devancer ceux qui n'utilisent pas. Donc il faut impérativement l'utiliser, mais à bon échange. Je pense que ce que je voulais dire par rapport à cette dimension-là, dire que c'est oui, mais comment? Et ce comment-là, peut-être l'ancien va essayer de nous donner quelques astuces pour pouvoir peut-être résumer et conclure par rapport à ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci. Mais rassure-toi, je n'ai plus peur de l'IA. Grâce à Mamadou, grâce à Mamadou. Merci, chers collègues.
Donc, je ne vais pas trop revenir sur la justice politique, je pense qu'il l'a bien exprimé. Donc, c'est venu d'un sociologue indien qui a identifié une injustice cognitive, c'est-à-dire l'inégalité des savoirs, de la reconnaissance des savoirs. Donc, et son leitmotiv, c'est quoi? C'est que tout savoir a droit à l'existence, à la circulation, et cette circulation doit être égale pour tous les savoirs, indépendamment de l'origine géographique, épistémologique, culturelle, etc. Donc, c'est ça. Et il y a une de nos collègues, Florence Piron, paix à son âme, donc qui a beaucoup travaillé sur ça. Donc, si dans votre bibliographie ou si vous voulez dans la justice politique, je pense que c'est l'une des personnes qui a le plus parlé de ça. Donc, au terme de cette session, quelques lignes se dégagent, donc, clairement, à mon avis. Donc, il y a l'automatisation qui n'est pas et qui ne sera pas la fin du bibliothécaire. Je pense que ça a été affirmé par notre collègue. Donc, nous avons aussi parlé de notion diplomatique numérique, donc, qui est introduite comme un fil conducteur. Et ce n'est pas un ornement rhétorique. Et les collègues ont bien expliqué ce qu'il en est à ce niveau. Toute métadonnée est un acte d'autorité. Tout enrichissement sémantique et aussi une prise de position épistémique. Donc, trois questions restent ouvertes à mon avis, après la fin de cette intervention. On a parlé de formation. Donc, qui forme les bibliothécaires africains à critiquer des sorties des systèmes d'IA? Parce que c'est une compétence. Nos catalogues sont-ils prêts à produire de la connaissance liée ou seulement à stocker des notices enrichies? Donc, je ne vois pas encore d'exemple de catalogue qui est arrivé à ce niveau. Et enfin, la bibliothèque universitaire peut-être être un terminal de recherche ou un acteur de la mémoire savante. Donc, c'est des questions qui sont en suspens. Donc, j'invite tout un chacun de nous à prendre comme acte de réflexion. Donc, pour finir, je remercie chaleureusement donc, nos deux intervenants que je demande d'applaudir encore. Donc, pour la rigueur et la générosité de leur contribution. Et je remercie donc le public de cette session pour la qualité des échanges que vous avez partagés avec nous. Merci beaucoup. Merci, cher grand frère. Ah oui, c'est dommage. C'est le président Diomaye qui doit installer. Bon, merci bien, Momodou, pour ton brillant exposé, de même que le directeur Abdoulaye, donc, et le militant jamais fatigué de la profession, le grand frère Antonin, à qui nous remercions vivement au nom de toute la communauté.